Alors, salut tout le monde, c'est Vitalino. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un truc un peu spécial que la NAT inaugure cette année. Alors, avec mes coachs, on a prévu de vous faire voyager à travers tout le corps humain pour vous aider à visualiser tous les cours que vous avez eus avec Depay et Bronsard. Pour ce faire, on va utiliser l'application que je vous ai montrée au début de l'année pendant la tuto rentrée, qui est Visible Body Atlas Anatomy. Pour ceux qui ne la connaissent pas et qui voudraient la télécharger, je vous ai fait un tutoriel qui est sur le groupe Facebook du tutorat niçois, comment la télécharger gratuitement. Donc vous inquiétez pas, c'est totalement légal. Donc voilà. Et on va commencer donc par le système nerveux et plus particulièrement le système nerveux central. Alors, le petit rappel, le système nerveux central, je vous rappelle qu'il est composé de deux parties. Une qui est la moelle épinière ou moelle spinale, et une deuxième qui est ici, qui est l'encéphale. Ok, l'encéphale ici. Voilà. L'encéphale est composé de trois parties. Nous avons le cerveau ici, que je colorie en orange, le cervelet en jaune et le tronc cérébral en bleu. Voilà. Donc, piège QCM classique, le cerveau, ce n'est pas l'encéphale, mais le cerveau est compris dans l'encéphale. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre par rapport au système nerveux central en général ? Si on s'intéresse plus particulièrement à la partie inférieure de la moelle épinière, ce qu'on va voir ici, donc ici on a la moelle épinière, ici on a le cône médulaire, ou comme vous le dites de paix, le cône terminal de la moelle. D'accord ? Rappel, il finit en L2, qui est L2, la deuxième vertèbre lombaire. D'accord ? Attention à ne pas confondre myélomère et vertèbre. Ici, on parle de vertèbre, donc L2, c'est la deuxième vertèbre lombaire. D'accord ? Mais vous allez me demander, c'est quoi la structure là qui descend encore plus bas que le cône terminal ? Et bien, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, c'est la queue de cheval. La queue de cheval qui est composée de racines nerveuses, des nerfs lombaires et sacrés. Donc vous voyez que elle descend beaucoup plus que le cône terminal. Et ça, je vous le rappelle, c'est dû à une asymétrie de longueur entre le rachis et la moelle qui a lieu pendant le développement de l'homme. Voilà. Ensuite, nous avons cette vue qui vous montre pardon, excusez-moi, que le système nerveux central est à l'intérieur de structures osseuses. Pour l'encéphale, ça va être le crâne. Donc vous voyez avec les différents os du crâne, donc l'os frontal, le temporal, l'occipital et le pariétal. Ici, on a enlevé l'os pariétal droit pour que je puisse bien vous montrer que l'encéphale se trouve dans la boîte crânienne. Pour ce qui est de la moelle épinière, elle se trouve dans la colonne vertébrale. Ici, on vous a représenté que les vertèbres cervicales. Okay ? Et donc, vous voyez bien qu'elle passe dans la colonne vertébrale par le canal vertébral qui est formé par les différents foramen vertébraux de chacune des vertèbres. Ok ? Ensuite, la structure rose que vous voyez ici, qui englobe l'intégralité du système nerveux central, ce sont les méninges et plus particulièrement la dure mère. Voilà. Sur cette application, il n'est présent que la dure mère parce que les autres auraient été trop compliqués à visualiser, donc il ne vous montre que la dure mère. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez bien qu'elle recouvre intégralement tout le système nerveux central, que ce soit l'encéphale ou la moelle spinale. Et les petits espèces de manchons là qu'il y a de part et d'autre de la colonne vertébrale, c'est tout simplement les manchons de dure mère qui accompagnent les nerfs spinaux jusqu'au foramen intervertébral. Et ensuite, la dure mère s'arrête à partir de ce foramen. Et ce qui est intéressant ici,
que vous voyez ici quand la dure-mère s'arrête, c'est ce qu'on appelle le cul-de-sac dure-mérien. C'est là où s'arrête la dure-mère, qui se trouve au niveau de S2. D'accord. Si on regarde ici, on revoit notre cône terminal. Ici, voilà. Donc, hop là, voilà. Ici, on a notre cône terminal. Ok. Et là, on va avoir le cul-de-sac de dure-mère qui se trouve en S2. Donc ici, hop, nous sommes en L2. Et là, nous sommes en S2. Je parle toujours de vertèbres, ok? Pas de myélomère. Ici, on parle de vertèbres. Et voilà. Donc, vous voyez bien que ce qui se trouve entre L2 et S2, ce n'est plus de la moelle spinale, ce sont les racines de la queue de cheval. Et donc, c'est dans cette zone-là qu'on va faire les ponctions lombaires de liquide céphalorachidien pour ne pas léser la moelle spinale. Hop. Voilà. Ici, c'est à peu près la même vue. Je vous ai juste enlevé des os du crâne, tout simplement pour vous montrer ceci. Donc ici, on a la dure-mère qui recouvre l'intégralité de l'encéphale. Si je l'enlève, on va voir ici des structures blanches. Ce sont les expansions de dure-mère. Donc ici, on retrouve la tente du cervelet qui se trouve au-dessus du cervelet. Et ici, la faux du cerveau. On l'appelle faux du cerveau car elle a la forme d'une faux, comme la grande faucheuse. Là, vous savez, l'ange de la mort, elle a un gros truc là pour faire comme on ratisse les champs. C'est ce qu'on appelle une faux. Et la faux du cerveau a cette forme-là. Voilà. Ensuite, maintenant, on va étudier plus en profondeur l'encéphale et dans un premier temps le cerveau en explorant les cavités du cerveau et de l'encéphale. Je vous rappelle que les cavités de l'encéphale sont principalement représentées par les ventricules. Donc on va faire le tour de chacun des ventricules. On commence par les ventricules latéraux. Ils sont pairs, c'est-à-dire qu'il y en a un droit et un gauche. Ici, on voit le ventricule latéral droit qui, comme le gauche, est composé d'une corne frontale, d'une corne temporale et d'une corne occipitale. Chacune de ces cornes s'enfonce dans le lobe cérébral du même nom. Ces ventricules latéraux sont également composés d'un carrefour qui se trouve ici. D'accord? Donc on a un carrefour là, que je dessine en bleu, qui va tout simplement être le joint de croisement, le lieu de croisement des cornes. Okay? Et un corps qui va être cette partie-là en rouge, qui va permettre qui va être le point de contact en fait entre les deux ventricules latéraux. Voilà. Ensuite, on a le troisième ventricule qui est ici, qui lui est diencéphalique, alors que les ventricules latéraux étaient télencéphaliques. Donc le troisième ventricule est diencéphalique et communique avec les ventricules latéraux par cette petite structure ici, hop, qui est l'orifice interventriculaire. D'accord? C'est ce qui permet la communication entre les latéraux et le troisième. Ensuite, nous avons le quatrième ventricule ici qui appartient au tronc cérébral. Il est relié au troisième ventricule par l'aqueduc du mésencéphale qui porte son nom parce qu'il traverse le mésencéphale qui se trouve ici. Vous voyez, ici vous avez le mésencéphale, l'aqueduc qui le traverse, tout son nom, l'aqueduc du mésencéphale. Au niveau du V4, on voit son orifice médian qui est à ce niveau-là. Ok, voilà son orifice médian. Et ensuite, on voit son prolongement ici, à travers la moelle spinale, par le canal central de la moelle spinale. Voilà. À quoi sert l'orifice médian, petit rappel? C'est là que va sortir le LCR sécrété par les ventricules.
et qui va permettre d'aller ensuite retrouver l'arachnoïde, qui est une des trois méninges, dans lequel il va circuler pour avoir un rôle de protection du système nerveux central. En parlant de LCR, on va faire un petit rappel sur comment il est produit. Alors, il est produit par ce qu'on appelle les plexus choroïdes, qui sont essentiellement présents dans les ventricules latéraux. Vous voyez ici les espèces de petits Scooby-Doo rouges, on dirait des artères, c'est la représentation des plexus choroïdes. Ok ? Donc ils vont sécréter le LCR. Le LCR qui va donc naître des ventricules latéraux, passer dans l'orifice interventriculaire, aller dans le troisième ventricule, puis emprunter l'aqueduc du mésencéphale pour atteindre le quatrième ventricule et enfin son orifice pour aller circuler dans l'arachnoïde. Les plexus choroïdes, je vous le rappelle, sont le résultat d'une invagination de plexus sanguin à l'intérieur d'une toile choroïde qui est la formation d'un accolement de pimère et de glies épandymères. Okay. Voilà. Ça, c'était pour les cavités. Maintenant, je vais vous présenter les noyaux gris encéphaliques. Plutôt, mais différemment que dans le cours. C'est-à-dire dans le cours, on vous les a montrés sur la coupe de Charcot. Là, je pourrais vous faire la coupe de Charcot, mais c'est très compliqué parce que les structures sont très difficiles à différencier. Donc je vais juste vous les présenter sur comment ils sont à l'état global. Je vais juste vous montrer par où passe la coupe de Charcot. Donc là, on est en vue supérieure. Ici, on a l'avant. Là, on a la droite. Ok. La coupe de Charcot va passer comme ceci. Voilà. Et l'observateur va se mettre de ce côté-là. Hop, voilà. Ça, c'est son œil. Voilà. Il va regarder de l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on voit normalement sur cette coupe de Charcot ? Sur cette coupe de Charcot, on va voir, dans un premier temps, les ventricules. On va avoir les ventricules latéraux, qui sont ici, et le troisième ventricule qui est ici, d'accord ? Ensuite, on nous dit qu'on a un noyau qui suit le contour du ventricule latéral. Celui on voit bien qu'ici, on a une structure qui suit bien son contour, c'est celle-là, qui est le noyau codé. Vous voyez ? Donc le noyau codé, c'est toute la structure ici qui ressort en bleu. Sauf que rappelez-vous, dans la coupe de Charcot, on le voit deux fois, tout comme les ventricules latéraux. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'axe de la coupe de Charcot passe deux fois par le noyau codé et par le ventricule latéral. Regardez, je vais vous dessiner son axe. Donc l'axe de la coupe de Charcot passe comme ceci. Voilà. Et vous voyez bien qu'il touche une fois ici le ventricule latéral et le noyau codé, et une deuxième fois ici. D'où le fait qu'on les voit deux fois sur la coupe de Charcot. Ensuite, autre noyau très important qu'on voit sur la coupe de Charcot, qui est encore une fois un noyau télencéphalique, c'est le noyau lenticulaire qui est composé du putamène que l'on voit ici, d'accord, qui est en extérieur, et à l'intérieur, le pallidum, qui est ici sur cette vue latérale, caché par le putamène. Mais si on l'atténue, on voit ici une petite structure ici qui est le pallidum. Voilà. Donc on voit notre noyau lenticulaire. Le noyau lenticulaire est rattaché au noyau codé et ces deux ensemble forment une structure qu'on appelle le striatum. Pourquoi le striatum ? Parce que tout simplement, ils forment des stries que l'on voit très bien sur cette application qui sont, que je repasse en vert ici, vous voyez. Les deux sont rattachés et forment des stries, d'où le nom de striatum. Voilà. Ça, c'était pour les noyaux gris télencéphaliques. Sur cette application, il n'y a pas représenté les formations de substances blanches parce que sinon ça serait trop compliqué, ça serait trop surchargé, on ne pourrait pas voir les noyaux. Donc voilà. Ensuite, maintenant, on va supprimer 2-3 petits éléments. Donc les noyaux gris, essentiellement, télencéphaliques essentiellement. Hop. Voilà. Tout simplement parce que je vais vous montrer les fibres d'association interhémisphériques. Interhémisphériques, pourquoi ? Parce que c'est des fibres d'association qui vont faire communiquer les deux hémisphères entre eux. Ils ne sont pas indépendants et communiquent.
et par le biais justement des fibres d'association interhémisphérique ou commissure. Nous en avons trois importantes. La principale, c'est celle-ci, que vous voyez très bien. Hop, voilà, c'est le corps calleux. On en a, bon, il n'est pas présenté ici, mais on en a un à droite et un à gauche. Et ces deux communiquent ensemble et font passer les informations entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Ensuite, on a le pharynx, ici, vous voyez, qui, comme vous voyez, sa forme subit la giration du télencéphale. Je vous rappelle que le télencéphale subit quatre actions concomitantes qui se passent, c'est-à-dire qui se passent en même temps: division, rotation, division, rotation, fusion au diencéphale et bascule. Voilà. D'accord. Et bien la rotation, il entraîne ces structures avec lui. Donc on a, comme vous l'avez pu le voir, le corps calleux, vous voyez bien ici, qui prend une forme de giration, le ventricule latéral et le noyau codé, et aussi le pharynx. Voilà. Et enfin, on a une troisième qui est une toute petite structure qui est ici, c'est la commissure blanche antérieure qui se trouve au niveau du plancher du troisième ventricule. Voilà pour les commissures. Ensuite, maintenant, on va passer au noyau gris diencéphalique. Donc, le plus important ici, c'est le thalamus. Ok. Le thalamus qu'on a ici, qui ressemble depuis le J à un œuf. Moi, je trouve, bon, sur cette vue-là, il n'a pas une tête d'œuf, mais bon, faut avoir l'imagination. Ensuite, juste en dessous, on va avoir l'hypothalamus. Dans la vraie vie, les deux sont reliés. Mais ici, c'est pour une question de simplification et de visualisation. Mais vous inquiétez, donc on dirait qu'ils ne sont pas reliés, mais vous inquiétez pas, en vrai, ils sont reliés. L'hypothalamus, ici, qui est le ministre de l'Intérieur et qui se charge de toutes les voies végétatives, alors que le thalamus, lui, sera plutôt tout ce qui est au niveau sensitif. Alors, l'hypothalamus, ici, est relié à un autre noyau diencéphalique qui est l'hypophyse. L'hypophyse, qu'on le voit là, neurohypophyse, donc l'hypophyse, la post-hypophyse, c'est-à-dire la partie postérieure de l'hypophyse. Puisque devant, on va avoir l'anté-hypophyse qui en fait n'appartient pas réellement au système nerveux central. L'hypophyse est reliée à l'hypothalamus par la tige de l'hypophyse. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme noyau gris diencéphalique? On va avoir ici les corps mammillaires qui ont un rôle dans la mémoire. Vous voyez bien, on en reparlera bien de leur position juste après, mais voilà, ils sont ici. Et enfin, si on regarde dans une vue postérieure et en position médiane, c'est-à-dire au milieu, on va avoir ici, sur l'application ils l'appellent glande pinéale, mais en vrai c'est la, vous voyez pris épiphyse en fait, qui va sécréter des substances dans le LCR quand il sera formé. Voilà, ça c'était la présentation des noyaux gris encéphaliques. On a vu les téléencéphaliques et les diencéphaliques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le tronc cérébral. Tronc cérébral qui est composé de trois parties, je vous le rappelle. Donc on a le mésencéphale. Hop, voilà. Le métencéphale. Qui correspond au pont. Et le myélencéphale. Qui est égal au bulbe. Et qui est aussi égal à la moelle allongée. Voilà. Ce sont des synonymes importants qu'il faut connaître. Donc, si on regarde sur une vue antérieure, qu'est-ce qu'on voit? Sur la vue antérieure, on va voir nos trois structures, donc mésencéphale, métencéphale, myélencéphale. Et au niveau du mésencéphale, qui est à ce niveau-là, voyez, et on va avoir les pieds du mésencéphale, le pied du mésencéphale, qui va former les pédoncules cérébraux, qui permettent de rattacher le cerveau au tronc cérébral. Et au niveau de l'écartement du pied du mésencéphale, on va retrouver certaines structures diencéphaliques, parmi lesquelles on va avoir la tige de l'hypophyse, voilà,
le chiasma optique, là, on voit ici, et les corps marinaires. Donc vous voyez bien, ici on a le truc qu'on voit juste ici, c'est l'écartement du pied du mésencéphale, et on va retrouver donc les trois structures que vous avez dit de P, les corps mammillaires, la tige de l'hypophyse et le chiasma optique. Voilà, ça c'est ce qui est intéressant au niveau du mésencéphale. Au niveau du pont, donc du métencéphale, on va avoir au milieu, ici que je vais vous repasser, là, voilà, hop, le sillon médian du pont, dans lequel va passer l'artère basilaire qu'on détaillera de façon plus approfondie juste après. Hop. Et enfin, on va avoir le bulbe rachidien, moelle allongée ou myélencéphale, dans lequel c'est pas représenté ici parce que ça aurait été trop compliqué, je pense. Mais où là, on va avoir les décussations du pyramide, les olives bulbaires et tout le reste qui vous est détaillé en cours. Voilà. Ça, c'est une vue antérieure. Sur la vue postérieure, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, nos quatre structures. Voilà, mésencéphale, métencéphale, myélencéphale, pas changé. Au niveau du mésencéphale, au niveau de la partie supérieure du mésencéphale, on va avoir quatre structures qui sont importantes, puisqu'ils ont des rôles dans les organes des sens. On va avoir, ça s'appelle les colliculus. Enfin, un colliculus, des colliculi. On va avoir le colliculus supérieur droit et gauche, ici, et le colliculus inférieur, gauche et droit. Ils sont 4, et on en a 2 supérieurs, 2 inférieurs. Chose très importante sur cette vue postérieure sur laquelle on a enlevé le cervelet. Faites attention en QCM, si on vous parle d'une vue postérieure et qu'on vous parle en même et qu'on vous dit qu'on n'a pas enlevé le cervelet, ce que je vais vous dire là, on ne peut pas le voir. On voit ici le plancher du V4. Vous voyez, hop, là, ici, voilà, qui a une forme de losange. Voilà, hop. Ça, c'est le plancher du V4. Et elles ne sont pas représentées dessus, mais normalement, on va avoir nos 8 colonnes de noyaux de nerfs crâniens. Donc, on a ici, hop, la première qui est la somatomotrice. Ensuite, on a la branchiomotrice, viscéromotrice. Ensuite, en troisième position. Voilà. Ici, on va avoir hop, le sillon médian qui est un reliquat du sulcus limitans. La viscérosensitif. Hop. La proprioception et l'extéroception. Hop. Qui est très développée chez nous. Voilà. Donc je vous rappelle, il y en a aussi de l'autre côté, donc à gauche. Je le représente ici pour gagner du temps, mais voilà. Donc ça fait 6 colonnes de noyaux pour les nerfs crâniens. Qui est visible, ces colonnes sont visibles au niveau du plancher du V4, qui ne sont visibles qu'après résection du cervelet. Voilà. Ensuite, en parlant du cervelet, on va l'étudier un peu plus profondément. Donc, vous voyez que là, on est sur une vue postérieure. Hop. Le haut est ici. Là, on a la droite. Sur cette vue postérieure, elle a la forme d'un as de pique tronqué. Ça, je trouve que c'est assez vrai, puisque regardez, je vais vous dessiner un as de pique complet. Hop. Voilà. Hop. Bon, je pense que vous savez tous que c'est un as de pique. Mais voilà, vous voyez bien qu'on a coupé cette partie-là. D'où le fait d'avoir l'as de pique tronqué. Sur une vue latérale, on a la forme d'une pigne de pain. Voilà, je pense qu'il veut parler de pomme de pain, mais bon, voilà. Retenez pigne de pain pour le concours. Il a 2 hémisphères, un droit et un gauche, qui sont séparés par ce qu'on appelle le vermis médian, ici. Son aspect général, il a l'aspect d'une côte en côte de velours. Ok. Voilà. Et chose très importante, si on regarde juste, on taille le cervelet, on regarde sur cette vue, on va voir son cortex qui est ici assez rosé. Ce cortex va former des lobules cérébelleux, qui est l'unité fonctionnelle du cervelet. Et au centre, on voit une partie un peu plus blanche,
qui est en fait la substance blanche du cervelet. Cette substance blanche va pénétrer au sein des lobules en formant des lames et lamelles qui va donner une structure en arbre de vie. Ok. Voilà. Hop. Regardez, je vais vous faire un joli dessin si j'y arrive. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Vous voyez, on va faire en bas, on y voit assez bien. On va pénétrer ici. Voilà. Faire des lames et des lamelles et ça va donner une structure d'arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Voilà. Ça, c'est pour le cervelet. Il y avait juste aussi 2-3 trucs sur lesquels je voulais vous intervenir. C'est tout ce qui est fissure et lobe du cerveau. Ok. Donc, je vous rappelle que le cerveau possède 3 fissures principales. On a ici, hop, la fissure centrale de Rolando. Ici, la fissure latérale de Sylvius. Et ici, la fissure pariéto-occipitale. Ça, ce sont ces fissures centrales. Ces 3 fissures, à elles seules, délimitent 5 lobes. On va avoir ici le lobe frontal, qui est en avant de la fissure centrale de Rolando. Voilà. En arrière de la fissure centrale et en avant de la fissure pariéto-occipitale, on va avoir le lobe pariétal. Voilà, en orange. En arrière de la fissure pariéto-occipitale, on va avoir le lobe occipital, qui est essentiellement dédié à la vision chez l'homme. Et le lobe qui est en dessous de la fissure latérale de Sylvius, ça va être le lobe temporal. Ouais. Ça fait 4 lobes, et il en reste un qui est caché, qui se trouve entre les lèvres de la fissure latérale de Sylvius, qui va se trouver à ce niveau-là. C'est le lobe de l'insula. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'on ne peut pas le voir sur cette appli. Mais voilà, sachez qu'il existe, il est entre les lèvres de la fissure latérale de Sylvius. Ça, c'est pour les fissures principales. Vous savez aussi qu'il existe des fissures secondaires qui permettent d'augmenter la surface du cerveau. Et ces fissures secondaires ne vont pas délimiter des lobes, mais des gyrus. Et vous devez en connaître 2 qui sont hyper importants. Ils vont être localisés au niveau de la fissure centrale. On va avoir ici le gyrus précentral qui se trouve en avant de la fissure centrale. Ça va être à ce niveau-là que va démarrer la voie pyramidale, c'est-à-dire la voie de la motricité volontaire. Très important. Et ensuite, en arrière de la fissure centrale, on va avoir le gyrus post-central qui va être l'arrivée en fait des voies sensitives conscientes, parce qu'on a aussi des voies sensitives inconscientes, mais ça on ne le détaille pas. Donc voilà, retenez 2 gyrus vraiment à connaître, post et précentral. Voilà. Ensuite, du coup, on va finir sur le système nerveux central. On a ensuite la moelle épinière. Sur ce schéma, sur cette appli, il n'y a pas énormément de choses que je peux vous montrer, donc je vais être assez bref dessus. Déjà, on voit ici la structure globale de la moelle avec ces 2 intumescences. Son intumescence ici qui est cervicale. Intumescence, genre c'est des espèces de bourrelets en gros. Voilà. Hop. Ok, donc on va avoir un ici. Voilà. Un à ce niveau-là. Et un autre, bon, elle est un peu plus discrète, mais à ce niveau-là, qui est lombaire. De ces intumescences vont naître le plexus du membre sup pour le cervique, pour l'intumescence supérieure, et pour l'inférieure, on va avoir le plexus du membre inf. Voilà. Ensuite, ce qui est cool, c'est qu'ils ont déjà fait une section de la moelle à ce niveau-là, et je vais pouvoir vous montrer la structure que vous présente 2P. Donc on va avoir ici autour qui est en jaune, c'est la substance blanche de la moelle épinière, et au centre qui est un peu en marron, c'est la substance grise.
Ok, donc c'est là que se trouvent les corps cellulaires des neurones. Je vous rappelle qu'elle est séparée, qu'elle a la forme d'un H, qu'on voit très bien ici, ou d'un papillon. Ça, chacun son imagination. Et elle est séparée en deux. On a une corne, hop, antérieure, que je dessine en rouge. Hop, on a une corne postérieure ici en vert. La corne antérieure s'occupe de la motricité et la corne postérieure s'occupe de la sensibilité. Sur ces cornes, on va avoir, comme au niveau du plancher du V4, des colonnes de noyaux, sauf qu'on ne va pas en avoir 6, on va en avoir 5. Pourquoi? Parce qu'au niveau du reste du corps, on n'a pas tout ce qui est branchiomotricité. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous de votre cours d'embryologie, les arcs branchiaux n'évoluent qu'en structure de la tête et du cou. C'est-à-dire que vos bras, votre tronc ou vos jambes n'ont aucune structure qui dérive des arcs branchiaux. Donc pas besoin de branchiomotricité. On va avoir, donc, ici, en rouge, la colonne somatomotrice. Voilà. Ici, la colonne viscéromotrice. Hop, la colonne viscérosensitif. La colonne proprioceptive. Et la colonne extéroceptive. Voilà. Ça, c'est très important à connaître. 2P aime beaucoup en QCM, mais voilà. Hop, ça c'était brièvement la moelle épinière. Enfin, maintenant, on va finir par la vascu, qui je sais est le plus souvent votre bête noire. Mais vous inquiétez pas, je pense qu'avec ça, ça devrait mieux vous aider à comprendre. Alors, on va commencer à la base des bases, c'est-à-dire le cœur. Ici, voilà, magnifique cœur. J'aurais pas filmé moi-même. Alors, le vaisseau principal qui sort du cœur, c'est, j'espère que vous le savez, l'aorte. L'aorte qui possède trois parties. Ici, l'aorte ascendante, l'arc aortique ou la creuse de l'aorte, et une partie qui devrait descendre par là. Hop, vous voyez, qui devrait être par là, c'est la aorte descendante, elle n'est pas représentée ici. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la crosse aortique, car de cette crosse va naître trois collatérales, qui sont dans l'ordre le tronc brachiocéphalique, ici, qui est uniquement à droite. Donc il n'existe pas de TABC gauche. Si vous le voyez en QCM, vous le comptez faux de suite. Très important. Ensuite, on va avoir la carotide commune gauche. Et enfin, hop, là, la sous-clavière gauche. Ok. Le tronc brachiocéphalique va se diviser en deux, en carotide commune droite et en sous-clavière droite. D'accord. Donc la carotide commune et la sous-clavière gauche naissent directement de l'arc aortique à gauche, et à droite, elles naissent du tronc brachiocéphalique. Très important à savoir ça aussi. On va s'intéresser maintenant aux sous-clavières, droite et gauche. Elles vont avoir beaucoup de collatérales, mais on va s'intéresser à deux particulières qui sont les vertébrales. Les vertébrales gauche et droite ici. Ok. Ces vertébrales, elles vont passer par les foramens transverses des vertèbres cervicales. Et plus particulièrement, elles vont rentrer au niveau de C6. Donc vous voyez, ici on a, pardon, hop, C6 ici. Donc elles vont rentrer par C6 et monter jusqu'au cerveau. Normalement, elles passent par le foramen magnum, mais ici il n'y est pas, c'est pas grave. Ça vous le verrez plus tard, surtout en UNOTUS. Elles vont atteindre le cerveau, ou plus particulièrement, ou plus précisément l'encéphale. Elles vont se rejoindre en antérieur, jusqu'ici, au niveau du sillon médian du pont, où elles vont s'unir et former le tronc basilaire, donc qui circule au niveau du sillon médian du pont. Ici, c'est pas représenté, mais elle donne aussi l'artère spinale antérieure. Ok, donc ici, elle n'est pas représentée, et donc je ne parlerai pas dans cette vidéo de la vascularisation de la moelle. Voilà, donc le tronc basilaire, qu'est-ce qu'il va faire? Très important, car il va donner les artères cérébelleuses. Ok, donc on a trois, supérieures, moyennes, inférieures.
voyez, si on suit son trajet, hop, elle va arriver jusqu'au cervelet. Et donc on dit cérébellose parce qu'elle va permettre la vascularisation du cervelet. Et elle va donner aussi les artères paramédianes, voilà. Donc pontines, elles en font partie. Voilà. Ça, c'est le tronc basilaire. Et aussi, il va finir par se diviser en deux cérébrales postérieures. Vous voyez qu'on voit ici une droite et une gauche. Voilà. Donc, les vertébrales s'unissent, forment le tronc basilaire qui se divise après en cérébrale postérieure. Voilà. Ça, c'était pour les artères vertébrales. Maintenant, si on passe aux carotides, donc on a les carotides communes, qui, je vous le rappelle, à droite, naît du TABC, et à gauche, directement, de l'arc aortique. Donc, ces carotides communes, vont monter. À un moment, elle va se séparer. Vous voyez ici, on voit bien qu'elle se sépare. Là, elle n'est pas représentée, mais elle va se séparer en carotide externe qui va permettre la vascularisation de la face et la carotide interne qui va permettre la vascularisation de l'encéphale. Donc, ces carotides internes droite et gauche vont arriver à l'encéphale jusqu'à la base du cerveau, ici. D'accord. Elles vont donner leur seul collatéral qui est l'artère ophtalmique qui va permettre de vasculariser l'œil. Piège QCM, artère ophtalmique, c'est et pas artère optique. Parce que je ne suis même pas sûr qu'elle existe, l'artère optique. Donc faites très attention à QCM. Voilà. Donc ensuite, ces artères communicantes internes, ces artères carotides internes, vont se diviser en plusieurs terminales. Donc on va avoir ici la communicante postérieure qui va permettre de relier l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale postérieure. Ici, la cérébrale moyenne, ou l'artère de Sylvius, qui va passer, comme vous voyez ici, dans le sillon de Sylvius. Voilà, latéral de Sylvius, pareil, à droite. Voilà, hop. On va avoir les cérébrales antérieures. Voilà, ici et ici, qui communiquent entre elles par la communicante antérieure, ici, voilà. Et enfin, la dernière terminale de la carotide interne, c'est la choroïdienne antérieure qui se trouve juste ici. Et comme vous le voyez, elle est assez courte visuellement et elle est très pénétrante, c'est-à-dire qu'elle rentre de suite dans le cerveau pour aller innerver la capsule interne. Voilà. Donc, et si vous regardez bien, ici, on a un polygone qui se forme entre les artères naissant du tronc basilaire et des carotides internes et des anastomoses qui existent entre elles. Donc je vais vous le montrer. Hop. On va le tracer en couleur qui se voit, on va le faire en bleu. Donc on a 7 côtés, c'est un heptagone, 7 côtés. 2 côtés qui sont faits par les cérébrales postérieures. Hop, ça fait 2. 2 encore par les communicantes postérieures. Hop. 1, encore 2 par les cérébrales antérieures. Là et là. Hop. Et enfin, 1 par la communicante antérieure. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Oula, je me suis fait une boulette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Hop. On va repasser en plusieurs couleurs. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc, ça fait bien. Non, je fais des bêtises, pardon. Hop, pardon, excusez-moi. On va recommencer. Hop. Alors, les communicantes postérieures. Pardon, les cérébrales postérieures. Hop, les communicantes postérieures, en vert. Donc ça fait déjà 4 côtés. Les cérébrales antérieures, en bleu clair. Et la communicante antérieure, en bleu foncé. Voilà, ça fait 7. Donc, heptagone. Polygone de Willis. Cercle. Comment il dit DP? Ah oui, système admirable. Voilà.
C'est le système admirable de la base cerveau, heptagone, polygone de Willis. Voilà. Tous des mots à connaître. Donc, voilà, je vous le refais un petit récap qui est composé des deux cérébrales postérieures, des deux communicantes postérieures, des deux cérébrales antérieures et de l'unique communicante antérieure. Voilà. Ça, c'est le polygone artériel du cerveau et de Willis. Les anastomoses qu'il y a à droite et à gauche permettent de suppléer s'il y a des problèmes à droite ou à gauche. Par exemple, si on a des problèmes au niveau droit, les anastomoses vont permettre que le sang gauche arrive au côté droit pour que le cerveau ne meure pas de manque de sang. Voilà. Du coup, on a fini pour le système nerveux central. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Voilà. Et on se revoit très vite pour la vidéo sur le système nerveux périphérique.